Vous écoutez Bujumbura, la voix de la révolution, il est 20h. Bonsoir, voici notre édition de 20h qui vous est présentée ce soir par Philippe Nchbebe et Pierre Célestin. Cet après-midi à 15h30 a eu lieu à l'école des forces armées burundaises une cérémonie de remise de grade d'adjudant à 53 militaires. Cette cérémonie était présidée par le chef de l'état-major général, son Excellence le colonel Thomas Ndabemeye. Au cours de l'allocution qu'il a prononcée à cette occasion, le colonel Ndabemeye a défini le rôle du soldat burundais. Dans l'histoire de nos forces armées, jalonné d'obstacles vaincus et marqué de victoires éclatantes, notre premier souci a été et sera toujours de former des cadres compétents et dévoués, capables d'entraîner nos troupes avec efficience et de les conduire au combat sans faiblesse. Depuis les événements de 1972, les effectifs des forces armées du Burundi ont plus que doublé. Ces forces armées, auxquelles sont intégrés également les corps de la police et de la gendarmerie, comptent aujourd'hui quelques 5 à 6 000 hommes. Tous appartiennent à l'ethnie Tutsi, les éléments Hutus s'étant rebellés, ayant choisi l'exil ou ayant été éliminés. Pour parer à toute insurrection nouvelle, le gouvernement a consenti de gros sacrifices pour son budget militaire et la formation des cadres, comme ses candidats officiers, a été accélérée. Le chef suprême de cette armée n'est autre que le chef de l'État lui-même, le colonel Michel Michombero, aujourd'hui âgé de 32 ans et au pouvoir depuis 7 ans déjà. Accompagnés de leurs femmes, quelques conseillers militaires belges et français se trouvent au Burundi. Mais l'assistance dans ce domaine est sur le point de s'achever et avant la fin de cette année, les 14 officiers supérieurs belges qui restent seront rentrés chez eux. Ex-colonie allemande placée ensuite sous la tutelle belge, le Burundi a accédé à l'indépendance en 1962 sans heurts ni grand remous, à la suite de la victoire de l'Union pour le progrès national aux élections générales organisées 2 ans auparavant sous l'égide des Nations Unies. Depuis, ce parti UPRONA est devenu parti unique et la République a été proclamée, mais il n'y a plus eu d'élection. Les Hutus représentent le 85% de la population du Burundi. Dans les rues de Bujumbura, la capitale, il est difficile de les distinguer des Tutsis. On dit que ceux-ci sont généralement plus élancés que ceux-là, qu'ils ont un nez aquilin, mais ces caractéristiques physiques ne sont pas toujours évidentes car les deux ethnies ont vécu longtemps ensemble et les mariages mixtes ne sont pas rares. Depuis les massacres, la vérité officielle veut qu'il n'y ait plus aucune distinction et personne n'avoue volontiers son appartenance ethnique. Mais il ne faut pas s'y tromper. Si des Hutus ont essayé de se faire passer pour des Tutsis, aucun Tutsi n'ignore qu'il est bien Tutsi. À l'inverse du Burundi, au Rwanda, ce sont les Hutus qui dirigent. Depuis de nombreuses années, la haine régnait entre les deux pays jusqu'en juillet dernier, date à laquelle le général Habyarimana prit le pouvoir au Rwanda. C'est un ancien condisciple du président Michombero.
Alors les frères ennemis se sont réconciliés et cette scène que nous avons filmée à Bujumbura d'un chef d'État Tutsi fraternisant avec son homologue Hutu peut être considérée comme historique. Il y a longtemps qu'il n'a plus été ici. Faisant fi du protocole, nous ne pouvions donc pas ne pas demander au colonel Michombero ce que signifiait cette rencontre. Est-ce que c'est le signe d'une nouvelle amitié entre vos deux pays? Je crois que le président du Rwanda lui-même a répondu à cette question dans sa déclaration. D'ailleurs, il a répété très souvent que les deux pays, le Rwanda et le Burundi, devraient oublier le passé et voir l'avenir et avec plus d'espoir et avec plus d'optimisme. Monsieur le Président Habyarimana, est-ce que j'ose vous demander ce que vous attendez de ce rapprochement entre vos deux États? Ce que j'attends, vous savez, c'est un rapprochement tout à fait normal. Les anomalies étaient plutôt dans le passé. Les frères doivent vivre ensemble. Et il était illogique, en tout cas, que des frères tels que le Rwanda et le Burundi ne puissent pas vivre ensemble. Et alors, nous avons renormalisé la situation et cherché à ce que les frères qui s'étaient séparés puissent se retrouver et construire ensemble et la stabilité de la paix dans notre petite région de l'Afrique. Et parce que justement, ce sont les relations entre voisins d'abord qui seront la base solide de l'Organisation de l'Unité africaine. Nous avons donc cherché à unir les frères qui étaient séparés. Je crois savoir d'ailleurs, Monsieur le Président, que vous connaissez le colonel Michombero de longue date. Oui, je le connais de longue date, effectivement, et c'est pour cela d'ailleurs que, aussitôt que j'ai pris le pouvoir, il n'a pas tardé à m'envoyer ses souhaits de soutien, et moi-même, et comme je le connaissais, j'ai cherché à le contacter pour le bonheur de nos deux populations. Si Tutsi et Hutu se confondent à l'intérieur du pays parce que le niveau de vie moyen est aussi bas pour les uns que pour les autres, il faut bien le dire, dans la capitale, en revanche, on peut aisément distinguer une certaine bourgeoisie Tutsi, comme par exemple à l'issue de cette cérémonie de mariage où simultanément 4 couples s'étaient unis. Exception faite des Européens composés surtout de commerçants grecs, la bourgeoisie locale est en effet exclusivement Tutsi, même si cela, personne au Burundi ne le reconnaîtra. Plusieurs réfugiés rwandais ont réussi d'ailleurs à s'intégrer à cette bourgeoisie parce qu'ils étaient eux aussi Tutsi. Telle est l'élite du pays, une poignée de hauts fonctionnaires, de militaires et de cadres qui ont en main tous les postes clés et qui, lorsqu'ils se rencontrent, boivent comme tout le monde de la bière, boisson nationale et unique industrie du pays. Entouré de son état-major, voici l'homme fort du régime de Bujumbura, Artemon Simbananaye, ministre des Affaires étrangères. Nous lui avons demandé son commentaire à propos des événements. Le premier commentaire, c'est que c'est un drame qui s'est abattu sur le peuple burundais. Et ce drame qui fait de la peine, d'abord aux Burundais, après la Deuxième Guerre mondiale, parce que l'humanité avait vécu un drame ensemble et que les Africains également avaient participé à la restauration de l'honneur de l'homme. Et c'est pour cela que le vent a soufflé sur ces pays. C'est alors que le vent également a soufflé sur le vent de l'indépendance, je veux dire, a soufflé sur notre pays. Notre pays, notre peuple, qui voulait reconquérir son indépendance de toujours, sa dignité. C'est alors que le problème de division a commencé. C'est alors qu'on a commencé à parler des Hutus et des Tutsis. C'est alors qu'on a opposé la classe dirigeante entre eux-mêmes. Pouvez-vous affirmer aujourd'hui, Monsieur le ministre, que dans aucun domaine, quel qu'il soit, aucune discrimination n'est faite au Burundi en fonction d'appartenance ethnique? Oui, je l'affirme avec des preuves à l'appui. Ceux qui ont toujours rêvé de conquérir notre indépendance non va désarmer. Ce sont des milieux coloniaux qui ont toujours rêvé de mettre à genoux notre peuple. Mais
en méconnaissant la personnalité de ce peuple, la solidité de l'unité nationale. Les événements du 29 avril 1972 n'ont pas épargné et ce qu'on pouvait supposer très de telle et telle ethnie. Car c'est un programme effectivement de génocide, un programme qui a frappé les enfants, un programme qui a frappé les femmes enceintes, un programme qui a frappé les vieillards, qui les a fait brûler dans leurs cases. Ce n'était pas un programme politique, c'était un programme de génocide. Cela s'est passé aussi dans d'autres pays. Je m'arrête à cela parce que je voudrais enchaîner, parce qu'il fallait situer le problème. Parce que qui n'a pas situé le problème ne pourra pas comprendre ce qui s'est passé en 72 et ne pourra pas comprendre ce qui s'est passé en 73. Et cela, à cause de qui? Parce qu'un jour, les responsables burundais vont parler et vont étaler tous les documents. Et un jour, le peuple burundais va accuser. Et cela, ce ne sera pas pour la gloire de ceux-là même aujourd'hui qui veulent vilipender le régime burundais, qui veulent montrer, déformer la personnalité du peuple burundais. Rentrée scolaire un lundi matin de septembre dans le plus grand collège de la capitale. Combien y a-t-il de Hutus et de Tutsis parmi ces élèves? Il nous sera impossible de le savoir. Pour la plupart étrangers, leurs professeurs ne veulent pas risquer l'expulsion et ne parlent pas. Pourtant, parmi ces professeurs, il y en a qui savent. Ils savent pertinemment, ces professeurs, que durant la répression qui suivit la révolte de 1972, beaucoup de leurs élèves disparurent simplement parce qu'ils étaient Hutus. Qu'en est-il aujourd'hui? Les enfants de la minorité Tutsi ont-ils plus facilement accès aux études supérieures que ceux de la majorité Hutu? D'aucuns à Bujumbura vous diront oui, mais jamais devant une caméra. D'autre part, des enquêtes menées par l'ONU concluent par la négative. Qui croit et comment savoir la vérité? À la recherche de cette vérité, nous n'avons pu obtenir qu'une vérité officielle. Ici, auprès du ministre de l'Éducation nationale, Gilles Bimazobouté, qui pour l'occasion avait convoqué aussi la presse et la radio locale. Monsieur le ministre, vous n'ignorez sans doute pas les accusations qui ont été publiées dans la presse occidentale depuis les événements que votre pays a connus en 1972 concernant une discrimination ethnique qui serait opérée dans l'enseignement supérieur du Burundi. Comment pouvez-vous y répondre? Je vous répondrai en disant qu'il n'y a pas eu de discrimination. Qu'il y ait peut-être eu à un certain moment plus d'étudiants Tutsi ou plus d'étudiants Hutus, c'est bien possible, mais il est tout à fait évident et tous les observateurs, je ne dirais pas neutres, mais tout simplement objectifs, ont pu constater que cette affirmation était absolument mensongère. Vous avez également suivi la presse, je pourrais vous demander comment on pourrait en même temps déplorer qu'il n'y a pas d'étudiants de telle ou de telle autre ethnie, mais que dans le même temps, on déplore qu'il y a eu beaucoup d'étudiants de ces ethnies exclus qui étaient tués. Et je pense que c'est tout simplement mensonger. Vous pourrez vérifier auprès des établissements d'enseignement supérieur, mais à l'occasion que dans une promotion il y ait plus de Hutus que de Tutsis ou l'inverse, je ne pense pas que cela puisse s'appeler discrimination. Mais aujourd'hui, dans l'enseignement supérieur, est-ce que vous pouvez nous donner une proportion qu'il y a entre étudiants Hutus et étudiants Tutsis? Je ne vous donnerai pas ces proportions parce que nous ne les faisons pas. Sur une population d'environ 4 millions d'habitants, 60% ont moins de 20 ans.
Cette jeunesse est organisée en un mouvement politique, la jeunesse révolutionnaire Rwagasore. Avec sa section de pionniers, enfants au béret rouge, la JRR compte 800 000 membres. Il y a donc forcément parmi eux des Hutus. Dans les manifestations populaires, comme ici le départ du président rwandais à l'aéroport de Bujumbura, la JRR est chargée du service d'ordre. Dans ce pays sans constitution et sans parlement, où le chef de l'État est à la fois le chef de l'armée, du gouvernement et du parti unique, la JRR, intégrée à ce parti, est le fer de lance de ce régime musclé. Ils sont là pour saluer également le départ du chef de l'État rwandais qui est arrivé au cours de la nuit ici dans notre capitale. Rappelons qu'il venait d'Alger. Et voilà, je vois d'ailleurs maintenant les deux chefs d'État, le général Juvenal Adia. Chargée du service d'ordre, la JRR sait au besoin le faire régner. On lui reproche notamment d'avoir pris une part active à la répression de l'insurrection Hutu. Et quelles sont leurs tâches? Qu'est-ce qu'ils font comme activités? Les activités sont multiples, c'est de tout genre. On en trouve suivant les activités. Il y en a des activités économiques, sociaux, culturelles, de tout genre, sur tous les plans de l'activité du pays. Est-ce qu'ils s'occupent aussi de l'ordre public? L'ordre public, vous vous rendez bien compte, quand on a besoin de se défendre, on se défend, mais généralement ici on appelle ça vigilance. La vigilance, on l'organise sur toute l'étendue du pays, sur toutes les collines, comme ils sont organisés suivant les cellules, les collines. Ils assurent l'ordre. S'il y a une attaque par exemple, s'il y a quelque chose qui ne va pas, les membres de la JRR participent à la défense du pays, c'est pas... Je comprends. Vous dites vigilance, mais c'est une vigilance armée? Armée de volonté, de détermination en premier lieu. Est-ce qu'ils subissent un entraînement, une formation paramilitaire? Non, ils sont suffisamment, ils se forment physiquement. Regardez tous ces membres de la jeunesse, du début à la fin. Oui. Alors essayez d'après les caricatures et tout ce qu'on en a fait, essayez de me montrer les membres de la JRR, les Hutus et les Tutsis, d'après vous. Ça serait très intéressant parce que... J'avoue que je ne sais pas quelles sont les différences physiques ou physiologiques des... On a dit qu'il y en a qui sont élancés, d'autres qui sont d'une taille basse avec des nez bizarres, etc. Et d'après vous, si vous les regardez comme ça, on a dit que même la jeunesse s'occupe parfois de la répression. Alors, est-ce que si vous les regardez ici... Est-ce que vous pouvez me montrer un Hutu ici? Moi, je ne connais pas moi-même. Vous ne savez pas faire la différence? Moi, je ne peux pas faire la différence. Mais eux, est-ce qu'ils savent s'ils sont Hutu ou Tutsi? Ben écoutez, je peux demander à une personne s'il est Hutu ou Tutsi. Si je demande à ce garçon-là. Ils peuvent le dire, franchement, je suis Hutu et je crois que il ne va pas se sentir petit ou grand parce qu'il est Hutu ou Tutsi. Il ne se sentira pas vexé? Pas du tout. On peut le lui demander? On peut lui demander. On y va. Est-ce que vous parlez français?
Demandez-lui simplement s'il est Hutu ou Tutsi. Il répond que je suis Murundi d'abord. Murundi d'abord, mais quand même. Il dit, moi je sais, d'abord ce que je sais d'abord, le Hutu, je suis Hutu aussi, mais je sais d'abord que je suis Murundi d'abord. Mais il est Hutu. Je ne sais pas. Il ne veut pas le dire. Je ne sais pas. C'est un problème. On trouve que ce sont des problèmes, on peut en faire des problèmes. Et on peut demander à celui-là. Vous êtes Murundi, d'accord. Mais vous êtes Tutsi ou Hutu? C'est-à-dire, moi, peut-être, vous dire si je suis Tutsi ou Hutu, là, il faut que je me renseigne auprès de mes grands arrière-parents. Je ne sais pas si je suis d'ici, d'une terre ou terre, un malade. Là, je n'en sais absolument rien. Comme c'est un problème pour nous, mineurs, et que nous ne voulons pas du tout nous occuper de ces bassesses, nous ne pouvons pas perdre notre temps à regarder si nous sommes, n'est-ce pas, de terre souche, Ce n'est pas un problème qui nous préoccupe. Seulement nous luttons en commun contre les agresseurs de notre nation. Il n'y a au Burundi qu'une presse gouvernementale, mais le ministre de l'Information, Gaëtan Nikobamie, comme 3 autres ministres sur les 14 que compte le gouvernement, appartient à l'ethnie Hutu, ce qui explique sans doute son opinion un peu plus nuancée que celle que nous avons recueillie jusqu'à présent. Le problème des deux ethnies, Tutsi et Hutu, existe. Oui, il existe. C'est d'ailleurs pourquoi il y a eu des événements que nous avons connus, c'est que ça existait réellement. Est-ce qu'il existe aujourd'hui au Burundi une animosité entre les deux appartenances? Ou une crainte, du moins? Évidemment, pour le moment, vous savez, la situation est encore, si vous voulez, très fraîche. Les gens ont encore en leur mémoire des événements qui se sont passés l'année dernière, parce que depuis mai dernier jusqu'à maintenant, il n'y a que seulement une année, quelques mois. Donc, pour qu'on puisse effacer complètement de sa mémoire, par exemple, quelqu'un qui a perdu 3 membres de sa famille, ou bien 3 de ses enfants, pour oublier ça, évidemment, c'est un peu difficile. Mais néanmoins, avec la politique du nouveau gouvernement, avec les efforts particuliers du chef de l'État, on arrivera progressivement à assainir la situation. Mais pour le moment, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'animosité, mais quand même, on arrivera progressivement à faire oublier ces événements pour repartir sur des bases nouvelles. Comme toutes les économies sous-développées, celle du Burundi repose presque exclusivement sur l'agriculture. Plus de 90% de la population en vit, c'est une agriculture de subsistance où seule la culture du café constitue l'essentiel des exportations. Dans ce pays très pauvre, donc, où la monnaie de papier compte moins que les têtes de bétail, la minorité Tutsi a toujours été composée par tradition plutôt d'éleveurs. On a pu par conséquent la considérer comme plus favorisée que la majorité Hutu qui était composée, elle, plutôt d'agriculteurs. Et même si elle apparaît comme une injustice, cette hiérarchisation traditionnelle n'a jamais empêché ni l'une ni l'autre des communautés ethniques de vivre ensemble sur les mêmes collines, unité de base de l'administration burundaise. Dans ce pays où les habitations sont disséminées sur les collines, seules les missions constituent des centres de regroupement importants pour une population christianisée à 80%. Au centre du pays, dans la région de Rutovu, d'où sont originaires la plupart des Tutsis aujourd'hui au pouvoir, nous sommes allés retrouver chez lui un des candidats officiers rencontrés lors de sa promotion à Bujumbura. Nous avons gravi avec lui la colline au sommet de laquelle se trouvait sa demeure, modeste ensemble de huttes où il nous présenta sa mère et son père. Celui-ci était éleveur.
Il s'agissait bien sûr d'une famille Tutsi dont les deux fils, plutôt que garder les vaches, avaient choisi le métier des armes. Vous ne vouliez pas reprendre l'élevage et l'agriculture comme votre père? Non, non. Pourquoi? Je ne saurais pas l'expliquer. Et l'armée, ça vous plaît? Oui, oui. Ça fait combien de temps que vous y êtes? C'est une année. Vous avez dit que vous vouliez défendre le pays. Oui. Défendre le pays contre qui? Hein? Défendre le pays contre qui? Contre les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Est-ce qu'à l'intérieur aussi, il y a des ennemis? Ça se peut. Comment il s'appelle, votre frère? Il s'appelle Isaïe Taïrad. Vous voulez l'appeler, là? Oui, oui. Bon, nous disons non, mon gars. Dites-nous, Isaïe. Pardon? Dites-nous, Isaïe. Vous avez toujours votre arme avec vous? Oui. Vous la quittez jamais? Elle est chargée, là? Oui, elle est chargée. Vous êtes prêt à tout? Oui, toujours. Comme vous voyez. Prêt à quoi? Prêt à combattre. À combattre contre qui? Contre l'ennemi. Qui c'est l'ennemi? Hein? Qui c'est l'ennemi? L'ennemi, on ne sait jamais. Il vient d'où? C'est pas d'où. On ne sait jamais. L'ensemble du commerce extérieur du Burundi dépend du bon vouloir de la Tanzanie, pays par lequel il est obligé de transiter. En effet, par voie lacustre sur le Tanganyika, le café burundais est acheminé via Kigoma à destination du port tanzanien de Dar es Salaam. Or, si la situation s'est normalisée au nord avec le Rwanda, elle demeure tendue à l'est et au sud avec la Tanzanie, où 45 000 Hutus du Burundi ont trouvé refuge. Nous avons demandé au ministre des Affaires étrangères ce qu'il pensait d'une telle situation. Vous savez qu'il y a encore des problèmes, effectivement, de sécurité à la frontière entre les deux pays. Il y a des rebelles qui n'ont pas pu entendre la voix de la raison, puisque le chef de l'État burundais a fait appel à ces égarés de déposer les armes, que ce soit les armes classiques, que ce soit les armes dont ils se sont procurés aujourd'hui, les machettes, les lances et autres. Mais malheureusement, ils n'ont pas encore entendu la voix de la raison. Et c'est pour cela qu'il y a des problèmes de sécurité à la frontière. Nous espérons que les contacts qui doivent avoir lieu au niveau des responsables des deux pays pourront nous permettre dans l'avenir d'échapper à de tels drames humains. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Tout le monde est action. Aïe. 1, 2, 3, 1. Nous avons gagné ce camp militaire de Nyanzalak dans le sud du pays à bord d'un hélicoptère de fabrication française. Il était d'ailleurs piloté par un commandant français, le Burundi ne disposant que d'un seul pilote indigène. Nyanzalak est l'un des postes le plus visés par les forces rebelles qui s'infiltrent depuis la Tanzanie et s'y replient ensuite. Au moment de l'attaque du 29 avril 1972, une partie de la garnison avait rejoint les rebelles, tandis que l'autre avait été mise en déroute. Avec un détachement de paracommandos, nous sommes partis en patrouille dans ce qu'ils appellent la zone d'insécurité. Ils viennent souvent ici, les rebelles? Oh oui, régulièrement. Ils attaquent la nuit? Surtout. Dans les petites heures du matin, là, 3h, 5h. Il n'y a plus aucun civil dans la région? Oh, si on vient d'en voir quelque peu. Très peu. Est-ce qu'ils sont armés, les rebelles? Oh oui. Presque les mêmes armes que nous. Ils sont tous armés? Pas d'armes à feu tous. Mais ils en ont un bon nombre parce que parmi les rebelles, il y avait des militaires qui se sont évadés. Ils attaquent par groupe de combien, généralement? 3 à 500. Mais la plupart, évidemment, sont armés de machettes et de lances. La rue centrale de Nyanzalak, avant les événements, c'était une ville de 20 000 habitants, mais nous n'y trouvons plus aujourd'hui qu'un désert de ruines, sans pouvoir dire avec certitude si elles sont le résultat de l'insurrection de 1972 ou de la répression qui suivit.
Il n'est pas impossible par ailleurs que les militaires qui nous accompagnent exagèrent l'importance de ces forces rebelles. Est-ce qu'ici même on pourrait tomber dans une embuscade, par exemple? Oh, on l'a déjà été plusieurs fois. Et comment ça se passe? Il y a beaucoup de tués? De notre côté, rarement. Et du côté des rebelles? Au moins une bonne dizaine chaque fois. Une bonne dizaine? Et on patrouille, on va voir s'il n'y a pas de rebelles dans la région. Cette patrouille est une opération de routine quotidienne. Elle s'effectue néanmoins dans un terrain favorable à l'embuscade, à 2 kilomètres à peine de la frontière tanzanienne. Est-ce qu'il y a des fois des accrochages avec les militaires tanzaniens? Si. Quand on s'approche trop? Justement, nous, avant, on n'avait pas d'accrochage. On allait même leur dire bonjour, on prenait un verre ensemble et se faisait en camaraderie. Parce que nous n'avons pas de guerre à faire avec la Tanzanie. Bien fait, oui. Mais depuis le 12 juillet, ils ont attaqué la Mabanda, ils ont lancé des bombes mortiers. Ils ont aussi attaqué une de nos patrouilles ici qui allait à pied juste dans le boisement. Ils ont lancé des mortiers également. Mais sans faire de dégâts. Et ça, c'était les Tanzaniens alors? Oui, l'armée, oui. Ce village où nous nous trouvons en ce moment, par exemple, qui est inhabité maintenant, où sont passés les habitants? Est-ce qu'ils ont été tués? Est-ce qu'ils ont été déportés en Tanzanie? Non, ils sont en Tanzanie. Ce sont les rebelles qui les ont emmenés avec eux? Oui. Un peu peur aussi des militaires parce que... Ils ont peur des militaires? Oui. Vous avez peur de la répression? Parce qu'il y a eu une répression dure? Des militaires, non. Évidemment, nous, quelqu'un qui ne se rendait pas, ne faisait pas quartier. Ce prisonnier politique est un Hutu qui dirigeait en Allemagne un mouvement d'étudiants progressistes Barundi. Venu établir des contacts avec des réfugiés au Rwanda, il a été arrêté en août dernier parce que son avion, pour des raisons techniques, avait été obligé d'atterrir à Bujumbura. Je vous avais demandé à pouvoir rencontrer monsieur Nahondele Yevgeny. C'est lui qui a été arrêté à l'aéroport de Bujumbura. Il est à votre disposition. En ville, on nous avait dit qu'il était peut-être mort. Nous avons demandé à le voir et cela nous a été accordé. Évidemment, la présence de la radio et de la presse locale, du chef de la police, du procureur et du responsable de la JRR le mettait dans l'embarras pour répondre à nos questions. Pourquoi vous a-t-on arrêté à ce moment-là? Ça, vous m'excusez, je ne peux pas répondre à la question. Mais est-ce qu'on vous a donné des motifs concernant votre arrestation? Enfin, je ne sais pas si vous voulez poser la question, vous pouvez poser la question. Au monsieur, il se trouve ici, peut-être ils en savent, vraiment, je n'en sais rien. Il a été arrêté parce qu'on savait que c'était un homme qui avait participé activement à ce qu'on appelle le MEPROBA, le mouvement qu'ils appellent progressiste Bahutu en Europe, et qui est un mouvement assez important. Alors, en général, comme le procureur vient de le dire, il y avait un mouvement des Hutus. Enfin, il est né donc, comme je viens de le dire, pour enfin contester la situation dans le pays. Mais vous la contestiez pourquoi? Sur quel plan exactement? Je crois que c'est sur le plan politique. C'est le pouvoir, le gouvernement qui est au Burundi en ce moment que vous contestez? Je crois, oui. En tant que Barundi ou en tant que Bahutu? Comment est-ce que vous étiez On nous présenta ensuite de jeunes rebelles qui avaient été capturés lors d'une attaque perpétrée depuis le Rwanda.
Pressés de questions par les journalistes officiels, ils dirent avoir été incités par un professeur étranger à quitter le Burundi, puis qu'on les avait obligés à attaquer le pays et qu'enfin ils n'avaient pas été maltraités. Alors, à notre tour, nous leur avons posé d'autres questions. Lorsque vous avez attaqué le pays en mai 1973, de quoi étiez-vous armé et combien étiez-vous? On était 1500 et on était armés de machettes et de matraques. C'est tout. Il n'y avait pas de fusil ou d'armes automatiques? Non, sauf un seul fusil qu'on a mis là-bas à Kirundo. Et quel âge avait la moyenne des combattants? C'était à peu près 25. Vous-même, vous avez quel âge? 20 ans. Vous êtes Hutu, donc. Est-ce que vous avez de la famille qui vit au Burundi? J'en ai encore. Qui vit toujours à l'intérieur du pays? Oui. Est-ce que vous avez eu des deuils dans votre famille durant les événements? Il n'y a personne dans ma famille n'a été tué. Est-ce que vous êtes en contact depuis que vous êtes en prison avec votre famille? Non. Votre père vit toujours ici au Burundi? Oui, si par hasard il n'est pas mort après moi. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez fait et du Burundi aujourd'hui? Au fond, personnellement, je ne me reproche rien. Parce que lorsque je suis venue, je n'étais pas en mesure de combattre. Je suis venue seulement parce que j'étais forcée. Et puis lorsque nous sommes arrivés donc, sur le territoire burundais, je me suis donc détachée du groupe et je suis allée chez une famille. Et c'est cette famille-là qui m'a donc livré. Monsieur le procureur, est-ce que je peux vous demander pourquoi ils n'ont pas encore passé en jugement? Monsieur, la raison pour laquelle nous ne les faisons pas, ou la raison pour laquelle ils ne sont pas encore passés en jugement, ça dépend de beaucoup de facteurs. C'est parce que, d'abord, vous voyez que ce sont des jeunes qui ont été trompés, et nous croyons dans l'amendement d'un homme. Au Burundi, nous y croyons. Nous voulons plutôt que les gens comprennent, surtout quand ils sont encore jeunes, qu'ils ont été trompés. Et si on peut préjuger du résultat du jugement qui sera rendu à leur égard, je crois que le Burundi, tout le monde le sait, ne va pas condamner des enfants. Quel genre de peine, malgré tout, allez-vous requérir contre eux? La rééducation, monsieur. Je vous remercie. Vous écoutez Bujumbura, la voix de la Révolution. Il est 19h50. Voici notre carnet du jour. Le proverbe de ce soir nous vient de Madagascar. Le voici. Les paroles sont comme la toile d'araignée. Pour l'homme habile, elles sont un abri. Pour le maladroit, elles sont un piège. Notre conseil est d'origine juive. Il ne faut pas compter les paroles, il faut les peser.